Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenidos à cette table ronde avec ce sujet si important de la musique et de l'intégration sociale. Et tout cela grâce à la visite de l'Orchestre des Jeunes de la Pintana. Bienvenidos a Sciences Po y feliz viaje à Paris. Et grâce à l'idée de Diego de venir ici lors de cet échange autour de ce sujet si fondamental alors que les jeunes font une tournée ici en France. Donc je suis Delphine Grouès, je dirige la Maison des Arts et de la Création que nous avons lancée en mars ici à Sciences Po, justement parce que nous croyons en cet impact des arts sur les parcours éducatifs. Or, nous, des étudiants au niveau universitaire, mais bien entendu, depuis la plus tendre enfance. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints pour cette table ronde ce soir, parce que cela va être passionnant. Et nous sommes ravis, nous, d'inaugurer un cycle sur la musique avec vous, avec ce thème qui est si important. Et je souhaitais remercier bien évidemment Diego d'être venu nous proposer cette idée, et avec Frédéric Ramel, professeur de sciences politiques à Sciences Po et qui est notre complice, notamment sur tous les événements et les réflexions autour de la musique, sans oublier qu'il est musicien également, ce qui est formidable. Et un petit clin d'œil aussi à une doctorante de Sciences Po qui nous rejoint ici, et vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Diego, si tu veux dire quelques mots avant de laisser la parole au professeur. Pas grand-chose à dire de plus, tout a été dit presque. Et bienvenue évidemment. Nous sommes ravis de pouvoir donner une projection à la visite des jeunes de la Pintana qui sont éblouis par Paris et qui vont revenir avec tous ces rêves réalisés. Maintenant, il s'agit aussi de penser au futur et on est là pour ça, pour la réflexion de ce qu'on peut faire, comment améliorer les choses en cette matière. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci à Delphine et Diego pour ces quelques mots d'accueil. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que le contexte très particulier dans lequel nous sommes pourrait nous amener à considérer que ce dont nous allons parler ce soir est incongru et même inconsistant, voire même décalé. Et je ne crois pas du tout. Tout au contraire, je pense que nous avons besoin de musique. Nous avons besoin d'entendre d'autres sons, plus que jamais. Et l'orchestre, ce n'est pas un hasard si lorsqu'on réfléchit à l'orchestre, immédiatement, il y a des questions politiques qui apparaissent comme modèle du corps politique. Alors, les chefs peuvent être éventuellement tyranniques, mais l'orchestre, c'est essentiellement une petite société. C'est faire ensemble, c'est vivre ensemble. Et ce n'est pas un hasard non plus si les grands théoriciens du politique, je pense à Rousseau en particulier, lorsqu'ils réfléchissent sur la volonté générale, ils ne font pas simplement appel au calcul infinitésimal d'intégration mathématique, ils font aussi référence à l'esthétique, à l'orchestre, à la musique. Un orchestre, c'est s'ajuster. Un orchestre, c'est s'écouter. Un orchestre, c'est réaliser ensemble. Et donc, je suis très heureux d'accueillir nos 5 intervenants ce soir, que je vais vous présenter. Fernando Saavedra, qui est le chef de l'Orchestre des Jeunes de la Pintana. Zaya Ziwani, qui est, elle, la chef de Divertimento, chef d'orchestre et directrice musicale, artistique. Marianne Blayot, qui est déléguée générale à l'orchestre à l'école. Éric Lemaire, directeur adjoint de Demos, et Julie Pereira, qui est doctorante en sociologie au CRIS, ici, à Sciences Po. Et la première partie de ce soir va consister à des témoignages de chacune et chacun d'entre eux sur l'expérience de ces orchestres à partir du poste d'observation qui est le leur, soit en tant que chef, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant qu'observatrice, et de nous partager les résultats auxquels ils sont parvenus concernant cette question de l'intégration. Et donc, merci à vous de partager avec nous ce que vous tirez de ces expériences. Et on va commencer immédiatement avec Fernando, qui va s'exprimer en espagnol, mais qui va faire l'objet d'une traduction
par une étudiante de Sciences Po que je remercie chaleureusement. Fernando, et chacun a 10 minutes. Voilà. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bonsoir à toutes et à tous. Como decía Frédéric, la orquesta es una micro sociedad L'orchestre est comme vient de le dire Frédéric, l'orchestre est une micro-société y en ella los jóvenes, los adolescentes y los niños pueden reflejar una experiencia significativa que puede generar un alto impacto en sus vidas. et dedans les jeunes peuvent générer. Générer. Lo siento, ¿puedes repetir? Que podrían propiciar, Ok, ils peuvent favorizar, sí, altos valores y una experiencia significativa en la vida de los jóvenes y los une expérience niños. significative dans la vie de ces jeunes et des valeurs. Entonces, desde esa perspectiva, Donc à partir de cette perspective, la música, y en particular la música aplicada a la orquesta, la musique, et en particulier celle appliquée à l'orchestre, puede ser una herramienta de transformación social, peut être un outil de transformation sociale, de movilidad social también. de mobilité sociale également. Y en Chile tuvimos una experiencia muy significativa Et au Chili, on a eu une expérience très significative en 1964, en 1964, liderada por Jorge Peñajén, dirigée par Jorge, por un músico y director de orquesta, compositor, un musicien et un chef d'orchestre, que creó la primera orquesta infantil en Sudamérica, qui a créé le premier orchestre infantile en Amérique du Sud, que resultó ser una innovación significativa porque no existía nada parecido hasta ese entonces. qui a été une grande innovation parce que rien de tel existait avant, Ni siquiera en Europa, que yo Même en entienda. même en Europe, de ce qu'il sait. Y Jorge Peña usó la orquesta como un medio de concertar y de ayudar a los niños de barrios más pobres. Et il a donc utilisé l'orchestre comme moyen de réunir les jeunes plutôt pauvres. Entonces Jorge Peña fue asesinado tiempo después, acusado injustamente, Il a été assassiné, accusé injustement, cuando fue el golpe de Estado en Chile. quand il y a eu un coup d'État au Chili. Y ese proceso, que partió de forma muy pequeña, se vio truncado o desapareció. Et ce processus a disparu. Entonces tuvieron que pasar muchísimos años, décadas, para que recién en el año 2001 volviera a aparecer un movimiento de orquestas Et on a dû attendre quelques décennies jusqu'en 2001 pour revoir un mouvement d'orchestre comme ça. y de ahí entonces los proyectos de orquesta se han retomado con ese ideario o el ideal que tenía Jorge Peña tantas décadas atrás. Donc les orchestres après qui ont suivi le même idéal que Jorge Peña. Jorge Peña. Entonces, actualmente en Chile hay 500 orquestas infantiles y juveniles Actuellement au Chili, il y a 500 orchestres infantiles. y todas esas tienen una inspiración principal en ese proceso que partió con Jorge Peña en la década de los 60. Et tous se sont inspirés de Jorge Peña qui a fait ce mouvement dans les années 60. Digo esto para dar un contexto un poco de cuál es la realidad actual en Chile respecto de la enseñanza musical y las orquestas precisamente. Il dit ça pour donner un contexte, pour montrer ce qu'est l'orchestre chilien aujourd'hui et pourquoi ça l'est. Yo trabajo en La Pintana hace 16 años. Il travaille à la Pintania depuis 16 ans. Soy músico profesional, estudié clarinete y después estudié dirección de orquesta.
Il est musicien professionnel, il joue de la clarinette et il joue de l'orchestre, chef d'orchestre. Y mi primer trabajo, cuando estaba comenzando a estudiar dirección de orquesta, fue hacerme cargo de una orquesta infantil. Son premier travail, c'était d'être mécanicien dans l'orchestre Entonces, de esa forma yo llego a La Pintana y me di cuenta que había una falta de oportunidades para aquellos chicos que querían seguir desarrollando la música después de la experiencia en el colegio. Et je suis donc arrivée à La Pintana et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de développement après l'école de ces jeunes-là à continuer l'orchestre. Independientemente si ellos querían ser profesionales de la música o no. Et indépendamment si je voulais être musicien ou pas. Y como dicen los franceses, Comme disent les Français. Quelquefois, l'hasard fait bien les choses. Un jour, j'ai monté les moyens de transport et j'ai, avec un élève, moi, parlé sur comment on pourra faire un orchestre qui soit représentatif des gens de la commune de La Pintana, parce qu'il n'y a pas d'un orchestre municipal. Uniquement ces projets qui sont, qui sont à l'école. Donc, une personne m'a touché mes bras et elle m'a dit, j'ai connu une personne qui pourra aider à vous pour contacter quelques autorités dans la municipalité. Et donc, c'est un exemple de comment quelquefois l'hasard on pourra faire bien les choses. Et après de ça, depuis 2013, on a commencé à développer ce projet comme un point de rencontre entre les jeunes de la Pintana. La Pintana, c'est, comme j'ai dit, un lieu très défavorisé. Il y a beaucoup de pauvreté, marginalité, et de la drogaddiction. Il y a différents facteurs pour qui générant beaucoup de problèmes sociaux, sont les mêmes problèmes en toutes les parts du monde, très similaires. Et donc, après de 10 ans, notre orchestre a grandi et a été un procès avec beaucoup de problèmes, mais avec beaucoup de bonnes choses. Et le niveau des ados, le niveau des musiciens aujourd'hui, c'est très d'excellence. Je pouvais dire que c'est un niveau quasi, comment dire, presque professionnel. Et c'est une chose très significative parce que la plupart des îles ne sont pas musiciens. Notre orchestre s'est intégré par 9 élèves qui précisément étudiant les instruments à un niveau professionnel à l'université. Mais il y a beaucoup, la plupart des îles sont des
d'autres métiers, médecins, vétérinaires, ingénieurs, professeurs, très différents. Entonces, eso para contarles un poco, pour dire un peu de notre projet. Pour finir, j'aimerais dire que la musique est très importante parce que nos... aquí voy a necesitar tu ayuda, porque inspira Parce que ça inspire. los más altos valores. Ouais. Ça inspire les plus courageux. Les plus belles valeurs. J'aurais dû valider. Como son la compasión Comme la compassion. mutua de trabajar en conjunto, es decir, me refiero a la empatía, L'empathie, de travailler ensemble, que es muy necesaria para construir una sociedad. qui est essentielle pour construire une société. Pero me parece más importante aún, a veces es un concepto desplazado. C'est un concept déplacé, ça me paraît important. Ça lui semble plus important encore. Me parece muy importante Et ça me paraît très important que la búsqueda de la excelencia que la recherche de l'excellence también juega un papel fundamental en los proyectos musicales sociales. joue aussi un rôle important dans les projets sociaux et musicaux. A veces, Parfois, esta búsqueda de excelencia artística parfois cette recherche d'excellence artistique, es dejada de lado elle est mise de côté por excesivas aprehensiones pour des appréhensions excessives respecto de lo social. Dues au social. Y creo que las dos van de la mano. Et je pense que les deux vont ensemble. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esa búsqueda de la excelencia Je me réfère à la recherche de l'excellence. oui, sa recherche de l'excellence nos aide à découvrir, à sublimer, existe ça mot, sublimer? Oui. C'est similaire. À sublimer l'esprit de la personne qui a développé l'apprentissage d'un instrument. Et je ne sais pas si vous êtes pensé similaire, mais quand un élève étudie un instrument, c'est un chemin de recherche continue d'excellence, de la sonorité, de la affination et de la qualité. Les musiciens sont les uniques métiers, ou quasi los únicos, Sont les seuls ou presque presque les uniques métiers qui sont forcés à une performance de 100%. Si un musicien manque une note, manque un accord, c'est immédiatement indicado, ¿cierto? Señalado. C'est immédiatement remarqué. Donc la musique, comme élément de transformation, nos aide pour faire bonnes personnes, mejores personas. Pour faire de meilleures personnes. Pour faire de meilleures personnes. Parce que tous ces aspects qui sont nécessaires pour jouer un instrument seul ou avec
autres personnes sont nécessaires et ils pourront extrapoler à autres aspects de la vie. Ouais. Merci beaucoup, Fernando. Merci. Désolé pour... D'abord pour l'exposé en bilingue. Bravo pour le bilingue. Il n'y a pas de hasard, Fernando. Hein. Et j'aime beaucoup cette idée que la musique est l'expression de ce que l'on porte en soi. Et donc c'est la personnalisation, ça contribue à la personnalisation des jeunes. Et c'est vraiment fondamental. Zaya. Merci. Bon, je ne vais pas le faire en espagnol, même si j'aurais adoré, mais... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être à côté de vous toutes et tous ici. Et puis de mes camarades ici à la chaire. C'est un grand plaisir. Alors, moi, je m'appelle Zaya Ziouani. Je suis chef d'orchestre et j'ai créé, il y a 25 ans, un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Divertimento. Alors, moi, par rapport à ce thème de ce soir, je peux en parler déjà à titre personnel, par rapport à mon parcours personnel. Je peux en parler aussi en tant que chef d'orchestre et puis en tant que pédagogue, personne intéressée par la pédagogie. Alors, je reviendrai sur mon parcours, mais c'est vrai que quand j'ai décidé de m'engager dans la direction d'orchestre, je me suis beaucoup interrogée sur quel chef d'orchestre j'avais envie de devenir et d'être au XXIe siècle. Alors évidemment, comme tous les chefs d'orchestre, je rêvais évidemment de diriger de grandes œuvres aussi, mais justement mon parcours personnel m'a beaucoup aidé à réfléchir à ce projet musical et artistique. Et c'est vrai que moi j'ai grandi donc pas très loin de la Philharmonie de Paris d'aujourd'hui, dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis, et mes parents sont venus d'Algérie dans les années 60 et 70, et alors j'ai grandi dans ce milieu modeste économiquement, mais avec justement une éducation de celle de mes parents où la musique et la culture avaient une place très très importante. Et donc c'est vrai que ça m'a permis non seulement d'écouter de la musique très tôt, de voir aussi de la peinture, de voir de beaux films au cinéma, donc d'avoir cette chance d'être immergé dans un univers très culturel et très riche. Et donc ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a surtout permis d'être au contact avec le beau, avec les belles œuvres, et donc de pouvoir pratiquer un instrument de musique. J'ai commencé par la guitare classique, et sans savoir qu'il n'y avait pas de guitare dans les orchestres symphoniques. Et moi, j'adorais écouter les symphonies de Mozart et de Beethoven à la maison, et donc j'ai fait de la musique. J'ai commencé par la guitare, et j'avais absolument envie de rejouer ces œuvres. Et donc, j'ai joué un deuxième instrument qui est l'alto et qui m'a permis de découvrir l'univers symphonique de l'intérieur et de découvrir ce métier de chef d'orchestre. Et bon, forcément, j'ai été jeune, j'ai rêvé de ça. Et c'est vrai que la musique, et comme le disait très justement Fernando, l'exigence de cette musique-là nous amène dans son parcours aussi à utiliser cette expérience de la musique pour aussi mieux se construire, mieux aussi travailler à l'école, dans le parcours d'études. Et s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est qu'en fait, quand on travaillait, on avait toujours des résultats. Alors, même si souvent en musique, c'est difficile, et parfois, il y a des échecs aussi, mais que le travail apportait toujours, en tout cas, des résultats, et qui pouvait aussi apporter de la réussite. Et donc, c'est vrai que, même si on me disait beaucoup, le métier de chef d'orchestre n'est pas du tout fait pour les femmes, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça, et j'ai continué malgré tout à me raccrocher au travail. Et avec justement un soutien de la famille où mes parents et ma mère en particulier, ma grand-mère aussi, m'ont toujours encouragée à justement réaliser ce rêve de devenir chef d'orchestre. Et c'est vrai que s'il y a bien une chose que la musique permet, en particulier la culture, c'est de croire en de grandes ambitions parce qu'on découvre un potentiel qu'on a en soi. Et après, avec le travail, il n'y a plus qu'à l'exploiter. Alors c'est vrai que même si on me disait beaucoup, c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour les femmes, qui n'est pas du tout fait pour les jeunes, je me suis accrochée au travail avec le soutien de mes parents. J'ai une sœur jumelle, Fetouma aussi, qui est très présente dans ma vie musicale et artistique. Et donc j'ai décidé de créer un orchestre, puisque je ne voyais pas du tout de chef d'orchestre. Je voyais beaucoup des hommes plutôt âgés, plutôt barbus. Enfin, j'ai rien contre les barbus, pardon, excusez-moi Frédéric. Mais tout ça pour dire que du haut de mes 15 ans, c'était difficile de m'identifier
puisque j'avais pas vraiment de rôle, de rôle modèle, en tout cas dans la direction d'orchestre. Et donc voilà, donc j'ai décidé malgré tout de m'orienter dans cette voie-là. Et donc du coup, de créer un orchestre. Alors à l'époque, j'étais professeur dans 2 conservatoires, un en Seine-Saint-Denis, un à Paris. Et avec des jeunes qui étaient tous passionnés par la musique, mais qui avaient des vies radicalement différentes socialement. En Seine-Saint-Denis, plutôt de quartiers très populaires, très, très pauvres aussi. Et à Paris, plutôt des jeunes qui étaient issus de classes sociales assez aisées. Et donc, je me disais, mais en fait, c'est dommage parce que dans la vraie vie, ces jeunes-là ne vont jamais se rencontrer. Par contre, ils sont tous passionnés par la musique. Et donc, je me suis dit, et si l'orchestre symphonique, ce n'était pas un lieu de rencontre, un lieu de mixité, un lieu de diversité? Et donc, j'ai commencé à créer cet orchestre avec ces jeunes musiciens qui venaient de la Seine-Saint-Denis, qui venaient de Paris, et des jeunes musiciens professionnels qui rentraient dans leur carrière professionnelle, comme c'était mon cas à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé cet orchestre Divertimento. Alors, c'est vrai qu'à Paris, dans une ville où beaucoup d'orchestres nationaux et internationaux viennent se produire, quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas de moyens, pas de réseau, pas d'argent, si on cherche à faire comme les autres, c'est sûr que c'est pas simple. Et donc, je me suis beaucoup interrogée sur quel chef d'orchestre je voulais être, quel orchestre je voulais diriger. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé cet orchestre. Et un de mes premiers choix, ça a été de l'installer dans le département où j'ai grandi, donc en Seine-Saint-Denis, parce qu'à chaque fois que j'allais voir des concerts, on allait dans des belles salles à Paris, et j'étais très contente de voir de la musique classique dans ces belles salles à Paris. Mais j'ai toujours vécu ça un petit peu comme une certaine injustice de ne pas avoir la qualité aussi musicale et la possibilité de rencontrer l'œuvre artistique dans le territoire où j'ai grandi. Et donc, ça a été justement d'installer l'orchestre Divertimento en Seine-Saint-Denis. Et puis après, de réfléchir à comment, justement, on pouvait faire en sorte que l'orchestre, ça soit un lieu de rencontre entre des artistes, mais ça soit aussi un lieu de rencontre et de diversité dans le public. Et là, c'est bien beau de dire on va amener la musique, on va amener les grandes œuvres, mais après, il faut arriver à le concrétiser. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi avec les musiciens et tous les partenaires que nous avions, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est difficile, et c'est autour de la table qu'on a réussi à réfléchir avec l'éducation nationale, les collectivités, les services de l'État, la RATP aussi, donc les services des transports en commun, la police aussi, pour faire en sorte qu'on puisse permettre au public d'accéder aux concerts et d'avoir des temps de concerts, et puis après d'aller rencontrer les publics dans les différents lieux de proximité, là où ils vivent, là où ils étudient, pour faire en sorte qu'ils puissent venir au concert. Et donc, justement, on a commencé à avoir une grande diversité petit à petit de public dans les salles de concert, et des jeunes aussi qui venaient au concert. Et je me suis dit, mais c'est dommage, parce que cette diversité qu'on retrouve dans les salles de concert, on ne la retrouve pas au conservatoire de musique de ces mêmes villes-là. Et donc, il faut qu'on arrive à y parvenir, et que petit à petit, ce cheminement, on puisse l'avoir aussi dans les jeunes qui pratiquent la musique. Et comme j'ai vu l'impact que la musique avait eu sur mon propre parcours, moi-même, j'ai commencé parallèlement à mon métier de chef d'orchestre, j'étais directrice également d'un conservatoire de musique. Je voyais le bienfait très concret de la pratique de la musique. Et donc, c'est comme ça qu'on a on a créé une académie, l'académie Divertimento, pour que la partie musicale, la partie artistique de l'orchestre Divertimento, elle ne soit que professionnelle, et avec une vraie recherche artistique professionnelle, et que l'académie puisse porter les projets de formation des jeunes. Alors, des jeunes qui, pour certains, étaient déjà musiciens, et qui avaient besoin aussi de se conforter dans leur pratique musicale, et puis aussi d'aller chercher dans les lieux de proximité, plutôt que d'attendre que les familles aillent au conservatoire de musique, d'aller les chercher dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, dans les écoles aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place des ateliers. Et on a partagé d'ailleurs cette expérience avec la Cité de la musique à l'époque, l'Orchestre de Paris aussi, et pour réfléchir à d'autres projets qui est devenu ensuite le projet Demos. Je laisserai Eric en parler. Et voilà, et donc cette académie aujourd'hui, maintenant, l'orchestre a 25 ans, l'académie a 15 ans. Et pour nous, c'est un projet très important. Et l'orchestre Divertimento, je me suis rendu compte que c'était à la fois un orchestre professionnel, mais c'est devenu aussi un projet culturel qui est au service des territoires. Alors évidemment, on fait des concerts dans les grandes salles de concert, à la Philharmonie de Paris, dans d'autres lieux, et aussi à l'international, mais que c'est aussi un projet qui est allé dans les territoires et où on passait du temps. Et ce temps-là, pour moi, il est important, parce que ce n'est pas le temps juste d'un concert qu'on peut arriver à transformer les pratiques, l'éducation,
la pratique culturelle, ça prend du temps. Et donc, on s'est dit, prenons ce temps-là dans les territoires. Et on a commencé justement à développer cette programmation pour que, en fait, l'approche, elle soit assez globale et que dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis ou d'autres quartiers populaires, les publics, les familles puissent aussi entendre des œuvres de grande qualité et pas juste la restitution d'enfants qui apprennent la musique, même si c'est super, mais qu'on ait une approche globale avec les concerts, la sensibilisation et la formation. Alors peut-être c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte de la création de cette académie. Maintenant, au bout de 15 ans, ce que je peux peut-être donner comme quelques éléments à partager avec vous, c'est que en fait, il y a plein de choses que Fernando a dit très justement, c'est que c'est une formidable, l'orchestre, c'est une formidable école de la vie. Alors on apprend à jouer ensemble, on apprend à se connaître, on apprend à trouver sa place dans un groupe, à placer évidemment l'intérêt général avant son propre intérêt individuel. Et en fait, pour évoluer dans la société, tout ce qu'on attend d'un jeune pour évoluer dans la société, pour s'insérer professionnellement, c'est exactement ce qu'on demande à un jeune pour jouer dans un orchestre. Alors du coup, c'est fantastique d'amener ces jeunes-là à pratiquer l'orchestre et pas simplement juste de se dire que c'est déjà bien qu'ils fassent de la musique, mais de garder des mêmes objectifs que si on était dans d'autres univers sociaux peut-être plus favorisés et de se dire l'objectif est là, on va rester là. Par contre, ça va peut-être mettre un peu plus de temps, ou on va peut-être prendre des chemins détournés. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, ils avaient beaucoup de potentiel, mais avec peut-être parfois un manque de confiance, parfois de curiosité aussi, de culture aussi musicale, de culture générale. Donc on a essayé de faire en sorte que leur formation au sein de cette académie, elle soit aussi assez complète, avec à la fois des répétitions et des masterclass avec des musiciens, mais aussi les emmener voir des expositions, les emmener au concert, les emmener voir même d'autres univers comme le sport, mais des univers exigeants pour qu'ils voient aussi que par le travail, on a des résultats et qu'ils soient aussi au contact avec d'autres univers et que susciter chez eux une curiosité. Et donc, pour nous, c'est important d'aller les chercher là où ils vivent, mais ensuite de les amener aussi à aller s'emparer d'autres lieux. C'est vrai qu'on les emmène beaucoup, par exemple, à la Philharmonie, au Musée de la Musique, dans d'autres musées parisiens. Et donc, donc on a essayé de mieux comprendre comment ils étaient pour arriver à leur offrir aussi d'autres opportunités. Et c'est vrai qu'on avait fait aussi des expériences en leur demandant, pour ceux qui restaient chez nous un long moment, quelles étaient leurs ambitions professionnelles au moment où ils ont commencé à rentrer dans notre académie. Et après, on les a réinterrogés quelques années après et pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et parfois, certains avaient du mal à se projeter plus loin parfois un bac professionnel, ou mieux un BTS. Et cette même promotion, certains sont devenus médecins, sont devenus ingénieurs, sont devenus éducateurs sportifs. En tout cas, ils ont réalisé les projets qu'ils s'étaient fixés. Et en fait, cette expérience de l'académie, ça a montré qu'en fait, ils ont découvert un potentiel qu'ils avaient en eux. Ils ont découvert aussi une méthodologie de travail pour les emmener à aller plus loin, à croire en eux et puis surtout à travailler. Et peut-être je finirai sur un des aspects que nous aimons bien travailler avec eux, c'est que tous les ans, sur un des gros concerts que nous avons dans notre saison, donc pas forcément un concert un petit peu confidentiel, mais un concert qui peut se dérouler dans une des grandes salles parisiennes, à la Salle Musicale ou à la Philharmonie, et on sélectionne une trentaine de jeunes de notre académie, peu importe leur âge. C'est pas le propos. Il y a parfois des jeunes qui ont 9 ans, 10 ans, d'autres qui ont une vingtaine d'années. Et on leur dit, les plus méritants auront l'occasion de participer à 10 minutes d'un concert professionnel de l'Orchestre Divertimento. Voilà, c'est comme si on propose de faire quelques minutes d'un match de la Ligue des Champions et de se dire, de se confronter à l'exigence nationale et internationale et de dire, en fait, peu importe si vous êtes amateur, si vous êtes jeune, petit, moyen ou grand, de les mettre tout de suite, de les confronter à une démarche professionnelle, même s'ils n'ont que 9 ans, même s'ils n'ont que 10 ans, et de travailler aussi sur les savoir-être, les tenues vestimentaires, l'approche, être capable aussi de parler des œuvres qu'ils vont jouer, si jamais ils doivent rencontrer quelqu'un du public ou un partenaire de l'orchestre. Et donc, pour que cette expérience, elle soit riche pour eux et qu'ils ressortent en se disant, moi aussi, je suis capable d'honorer cette exigence-là, d'être dans une scène professionnelle. Donc voilà, je suis capable. Et donc ça leur permet plus tard aussi de pouvoir se projeter professionnellement.
Quelques-uns d'entre eux deviennent professionnels et beaucoup d'entre eux ne le deviennent pas, mais ce n'est pas là le propos. Nous, ce qu'on leur donne, c'est des outils pour réussir. Et on s'est rendu compte que par ailleurs, ils avaient aussi une grande méconnaissance des métiers de la musique. Et donc, on a un axe de formation professionnelle pour les amener aussi parfois à se diriger vers des métiers de technique, de production, de bibliothèque, d'orchestre, parce que c'est aussi des besoins importants et on a besoin d'avoir ces talents-là dans ces métiers. Donc voilà rapidement quelques éléments de témoignage de notre parcours avec l'Orchestre Divertimento et son académie. Merci beaucoup, Zaya. Merci beaucoup. Le barbu que je suis, flûtiste avec des Minguettes, une petite banlieue lyonnaise, se reconnaît complètement dans ce que vous avez décrit, avec, il me semble, 2 points importants. La question de la temporalité, l'inscription dans le temps long, oui, et la question des conditions sociales aussi des familles. C'est quelque chose sur lequel peut-être qu'on reviendra sur la portée de ces expériences. Marianne ? Je ne sais pas s'il est allumé. Oui, ça marche. En tout cas, si on se rapproche, ça marche. Ok, parce que c'est pas allumé comme ça. Oui, bonjour tous. Donc, moi, je vais vous parler du dispositif Orchestre à l'école. Orchestre à l'école, c'est un dispositif qui existe depuis 1999 et qui se passe dans l'école, dans le temps scolaire. Donc, c'est vraiment la particularité d'Orchestre à l'école, c'est de prendre l'enfant dans le temps, dans la vie, toute la semaine, et que l'orchestre fasse partie complètement de sa vie pendant 3 ans. Un enfant qui commence orchestre à l'école le commence à partir de 8 ans. Dans les classes françaises, c'est à partir du CE2 jusqu'au CM2, ou alors au collège de la 6e à la 3e. Donc c'est 3 ou 4 ans, donc on est aussi dans le temps long, puisque pendant ces 3 ou 4 ans, c'est 32 semaines par an, et chaque semaine, au moins 2 heures de pratique instrumentale. Donc concrètement, c'est 1 heure de pratique instrumentale par pupitre, avec les professeurs qui viennent enseigner l'instrument qui sera joué dans l'orchestre école aux enfants du pupitre qui sont entre 3 et 5, et parfois jusqu'à 7 sur certains instruments, et 1 heure en orchestre, et ça dès le départ. Donc la particularité d'Orchestre à l'école, c'est que c'est un projet qui est un projet de territoire, et donc c'est toujours un partenariat entre un établissement scolaire, un établissement d'enseignement artistique local, les collectivités territoriales et un luthier. Tout se fait localement. Le projet est construit par les acteurs locaux et c'est co-construit entre eux en tenant compte de leurs ressources locales, de leurs besoins, de leurs envies et aussi de leurs contraintes. Et les contraintes ne sont pas les mêmes sur chaque territoire puisque nous sommes présents dans 99 départements, donc dans tous les départements métropolitains mais aussi tous les DROM-TOM. Et Dromcom, et donc on ne va pas avoir les mêmes contraintes dans un village de 500 habitants qui monte son orchestre à l'école et dans une métropole, et les ressources aussi sont très très différentes. Ce sont toujours les professeurs de l'école de musique locale qui viennent enseigner dans l'établissement scolaire, et tout ça se passe dans le temps scolaire. Alors pourquoi ce modèle ? Parce que on part du principe que effectivement ça va apporter aux enfants un épanouissement, une prise de confiance en soi, que ça va leur apporter de la créativité qui leur permettra d'aborder toutes les situations auxquelles ils seront confrontés plus tard avec beaucoup plus de facilité d'adaptation. Ça leur apporte aussi effectivement tout ce que Fernando et Zaya ont déjà dit, le savoir être ensemble. Dans la classe, dans l'orchestre, on a besoin de tous. S'il y en a un qui fait n'importe quoi, ça met tout le monde en danger. Donc effectivement, il y a des mécanismes d'entraide et d'autodiscipline aussi qui se créent au sein de l'orchestre. Mais ce qui est important, c'est que ça ne soit pas simplement les 2 heures d'orchestre qui leur apportent ça, mais que ça soit ancré dans la vie de l'enfant scolairement. Et donc, les professeurs des écoles et les professeurs des collèges font partie intégrante de l'orchestre. Souvent, les enseignants en primaire apprennent l'instrument avec les enfants et le vivent de l'intérieur. Et là, constatent que des enfants qui sont habituellement en difficulté ou qui n'arrivent pas à se concentrer en classe
changent complètement d'attitude et souvent réussissent mieux qu'eux, parce qu'on apprend plus facilement quand on est enfant que quand on est adulte. Ça renverse complètement les rôles et les liens entre les adultes et les enfants. Et ça permet aussi des passerelles entre ce qui se passe dans l'orchestre et ce qui va se passer tout le reste de la semaine et tout le reste de l'année dans la vie scolaire de l'enfant. C'est-à-dire que l'orchestre va devenir un levier pour l'entrée dans tous les apprentissages. La pédagogie d'orchestre à l'école, ce n'est pas une pédagogie unique. On a 1600 orchestres à l'école en France, donc c'est 45 000 enfants qui pratiquent en ce moment l'orchestre à l'école un peu partout. On a des professeurs différents, des écoles de musique différentes, des façons de fonctionner différentes dans les établissements scolaires. On ne peut pas dire qu'il y a une unique pédagogie orchestre à l'école. On part du principe qu'on accompagne, on s'appuie sur des professionnels de l'enseignement de la musique qui viennent des conservatoires et des écoles de musique, et que ça doit fonctionner aussi sur la confiance en donnant tous les outils évidemment nécessaires pour aider à apprendre à arranger, à l'organologie, à tout ce qui peut favoriser la pédagogie de groupe. Mais ce qui prime dans la pédagogie orchestre à école, quel que soit le modèle choisi, c'est l'apprentissage par le plaisir. Et c'est la bienveillance et l'exigence. Parce qu'en fait, ce qui va transformer la vie des enfants, c'est le fait qu'on prenne une classe entière avec tous les éléments qui la composent. Des enfants qui sont bien dans leur peau, d'autres qui sont en grande difficulté personnelle, que ce soit familial, que ce soit scolaire, que ce soit des problèmes de santé. Et on met tout le monde à égalité à travers ce projet. C'est-à-dire que même si des élèves sont bons en maths, d'autres sont en grande difficulté scolaire, on peut prendre des enfants qui sont déjà musiciens. Il y a très peu d'enfants musiciens, malheureusement, en France. Même après 20 ans de tous les projets qui peuvent se développer, il y a encore très très peu d'enfants qui apprennent la musique dans des écoles de musique. Donc on en rencontre assez peu, on les accepte dans l'orchestre et en général on les met à un autre instrument pour qu'ils découvrent à égalité la pratique instrumentale avec les autres enfants de la classe. Et par ce biais-là, en arrivant dans cette classe et en disant vous allez tous réussir, parce que de toute manière on a besoin que vous réussissiez tous pour que l'orchestre réussisse, on vous fait confiance, on vous confie un instrument précieux. C'est souvent l'objet le plus précieux qu'ils ont chez eux. On embarque les parents dans l'aventure puisqu'ils viennent régulièrement voir les enfants jouer dans l'école, au concert, et puis après en dehors de l'école et voire en dehors de leur territoire. Et donc on met tous les moyens en œuvre pour que chaque enfant réussisse. Et la pédagogie, c'est une pédagogie absolument personnalisée. Qu'on utilise la lecture de notes dès le départ ou l'oralité dès le départ, tout est possible. On a vu toutes les méthodes appliquées et chaque méthode a ses vertus. Mais ce qui est important, c'est que les partitions soient adaptées à chaque enfant, que le répertoire soit co-choisi entre les enfants, les différents intervenants du territoire. Parfois que ça s'appuie sur la culture, l'actualité culturelle, la vie culturelle du territoire, que ça s'appuie sur les spécificités. On a des orchestres, on a des bagades. Parfois, en Bretagne, on peut avoir des orchestres de musique ancienne, on peut avoir des orchestres qui mélangent tous les instruments et qui jouent tous les styles de musique. Il n'y a pas qu'un seul style de musique possible. D'ailleurs, c'est même bien qu'il y ait de l'éclectisme et que les enfants partent des répertoires qu'ils connaissent et puis pour découvrir d'autres répertoires et apprendre à comprendre comment se compose un morceau. Donc, l'important, c'est cette personnalisation et c'est la confiance qu'on donne aux enfants et l'accompagnement qu'on va leur apporter pendant ces 3 ans dans l'orchestre et dans la vie scolaire d'une façon générale et dans les expériences qu'on leur fait vivre au travers de l'orchestre sur le territoire. Donc, Zaya le disait très justement,
c'est important de confronter ces enfants, et Fernando aussi l'a dit, à l'excellence. Et quand on dit qu'il y a de la bienveillance dans la pédagogie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence. Au contraire, on s'aperçoit que plus on a des profs qui sont exigeants, à partir du moment où c'est le plaisir qui prime, plus on a des enfants qui s'épanouissent et plus la musique est bonne. Ça va de pair. On s'aperçoit que là où on a des bonnes équipes qui ont du charisme et qui embarquent les enfants et qui sont bienveillants, ils peuvent être aussi exigeants qu'ils le souhaitent, ils amènent les enfants très très loin. Et donc un bon moyen aussi d'aider ces équipes locales à amener les enfants vers l'excellence, c'est aussi d'organiser des concerts en lien avec les structures culturelles locales, avec les artistes. On a des programmes où on fait venir des artistes, et d'ailleurs Zaya en fait partie, oui. dans les orchestres à école pour un travail sur la durée. Et on organise aussi des partenariats avec de nombreux orchestres sur le territoire, de nombreux artistes qui invitent aussi les orchestres à venir jouer sur des grandes scènes. Là, ces dernières semaines, on a 6 orchestres à école qui ont joué avec Ibrahim Malouf, à chaque fois devant 6000 personnes dans un zénith. C'est une expérience parmi d'autres, hein, c'est pas une fin en soi, mais c'est des enfants qui sont marqués par ça. On a une des enfants qui a participé à ce type de concert il y a 2 ans et qui sortait d'un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait des tendances suicidaires, et elle a écrit un mot à Ibrahim Malouf après en disant « Sur scène, j'ai été envahie par une bouffée de bonheur. J'ai compris que ma vie, elle pouvait avoir un sens. » Et après, bon, tout n'est pas résolu autour de ça, mais elle a eu une bouffée d'espoir qui l'a aidée et qui l'a menée à poursuivre la scolarité et à retourner dans l'école. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des enfants qui s'épanouissent, qui prennent confiance en eux, qui acquièrent des valeurs, qui collaborent, qui apprennent à collaborer les uns avec les autres. Et le fait de prendre toute une classe dans l'école, mais on prend toute la mixité d'une société. C'est-à-dire qu'on prend tout le monde, les enfants qui viennent de tous les milieux. Si dans la classe, il y a de la mixité, il y a de la mixité dans l'orchestre, comme il y a de la mixité dans la société. Et ces orchestres, on les fait jouer ensemble. On a à peu près 90 orchestres qui participent tous les ans des grands rassemblements d'orchestres à l'école, un peu dans tous les départements. Donc, ils sont amenés à rencontrer aussi des enfants d'autres milieux. Ils sont amenés à rencontrer le monde professionnel. Ils sont amenés à rencontrer le luthier, à découvrir comment ils réparent leurs instruments, parce que chaque instrument est acheté localement pour qu'il y ait une vie économique aussi qui se développe sur le territoire. Ils sont amenés à acquérir toutes les valeurs qui vont leur servir tout au long de la vie. Et la meilleure preuve que ça fonctionne, c'est que des orchestres à l'école existent depuis 20 ans. Les premiers qui ont été mis en place existent toujours. Et qu'on a 90% de taux de renouvellement entre 2 cohortes d'orchestres à l'école. Et pourtant, ils sont financés localement par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que notre association est là pour aider au financement du parc instrumental, pour accompagner pédagogiquement tous ces orchestres, pour leur apporter des projets pédagogiques, mais ils vivent en autonomie et ils sont financés par les collectivités territoriales dans la durée. Pourquoi des collectivités territoriales continueraient de financer à 90% des orchestres s'il n'y avait pas les résultats, et l'éducation nationale se bat pour garder les orchestres dans leur école. Et au sein des écoles et des collèges, les profs se battent pour avoir la classe orchestre, parce que ce sont des classes où on gagne un temps fou, puisque les enfants arrivent à se mobiliser, à se concentrer. Il y a une cohésion qui se crée dans la classe, donc en fait c'est beaucoup plus facile de les embarquer dans les projets. La cohésion, elle est bien quand on a un professeur qui est bon en face. Évidemment, ça peut devenir un problème s'il y a un professeur qui n'est pas aimé des enfants, parce que là, il a un bloc en face de lui. Mais le nombre de vertus de la pratique instrumentale collective, et qui plus est en temps scolaire, sont infinies. Je pense qu'on a tous les mêmes constats, de toute manière, quels que soient nos dispositifs, c'est indispensable et c'est une vraie plus-value dans la vie des enfants. Merci Marianne, merci. La musique est plus qu'un médicament, mais c'est une activité de tissage à l'intérieur des classes, tissage entre les institutions, tissage entre les orchestres. Donc c'est une activité de tissage que vous avez mis en valeur. Éric ?
Donc Éric Lemaire, directeur adjoint de Demos. Je ne suis pas arrivé à Demos par hasard, puisque non, il n'y a pas de hasard. Ou alors Même le hasard s'il fait bien les choses. Voilà. Je suis un ancien musicien professionnel, bassoniste. Et puis je me retrouve un petit peu aussi dans ce que Zaya a pu dire sur son parcours personnel. Et voilà, Demos me touche puisque je ne suis pas issu d'une grande famille de musiciens. Je suis issu d'un quartier populaire dans le Nord. Et du coup, le parcours des jeunes Demos fait tout à fait écho à mon parcours personnel. Voilà. Donc, Demos, j'ai envie de vous partager. Alors, Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Et j'ai envie de vous partager 2 piliers qu'on vient de retravailler avec toute l'équipe sur ce qu'est Demos. Donc, le premier, c'est favoriser l'accès à l'apprentissage de la musique classique à des enfants n'ayant pas un accès facile à cette pratique pour des raisons économiques, sociales ou géographiques. Et l'autre pilier, celui-ci, accompagner la formation des citoyens du XXIe siècle en plaçant la musique comme un élément essentiel de leur développement et en mettant le travail social au cœur de la démarche. Donc un apprentissage de la musique et un apprentissage par la musique. Alors on parle de démocratisation culturelle, par le fait qu'on s'adresse à des publics éloignés, mais aussi par le fait que par le mode d'apprentissage dans Demos qu'on veut ludique, un apprentissage comme orchestre à l'école par le jeu, le mimétisme, l'oralité, qui doit être accessible à tous. Alors, la particularité de Demos, c'est qu'on s'implante dans des quartiers populaires, des quartiers QPV, et donc on apporte vraiment la musique dans ces quartiers, puisque les ateliers hebdomadaires, on va retrouver plein de similitudes avec Orchestre à l'école. Donc c'est une pratique sur le temps long, on est sur 3 années à chaque fois Demos, et puis ils ont 2 ateliers hebdomadaires de 1h30 à 2h, et des rassemblements d'orchestre, mais j'y reviendrai après. Donc le principal de l'activité Demos se passe dans les quartiers, dans les structures sociales de quartier. Et donc chaque atelier est animé par 3 personnes, donc 2 intervenants pédagogiques, donc qui sont soit des musiciens professionnels, des musiciens d'orchestre, ou des pédagogues qui enseignent dans les écoles de musique et conservatoires. Et puis on a aussi cette 3e personne qui est un travailleur du champ social et qui joue un rôle primordial. Je précise ici que le recrutement des enfants, donc à l'intérieur de chaque groupe, on a une quinzaine d'enfants, et ces enfants sont recrutés non pas par la Philharmonie, mais ils sont identifiés par les structures sociales. C'est vraiment un souhait de la Philharmonie de laisser complètement la main aux structures sociales. Donc on va retrouver effectivement des similitudes où au niveau de la moyenne d'âge, on est autour de 8 ans, donc des enfants qui sont souvent en CM2, mais on peut aller sur des enfants qui sont un petit peu plus âgés. On a plein de dispositifs très différents au national, et puis certaines structures sociales qui veulent justement travailler le passage au collège et qui choisissent de prendre des enfants un peu plus âgés. Donc ça, c'est pour l'activité sur les structures sociales de quartier. Alors donc toutes les 6 semaines, on rassemble 7 structures sociales, donc 7 fois 15 enfants, et là on compose un orchestre qui se réunit sur un lieu emblématique du territoire quand on n'est pas en Île-de-France, et pour les orchestres franciliens qui se réunissent à la Philharmonie de Paris. Donc ce sont vraiment des moments forts. Donc chacun des 7 groupes représente une famille de l'orchestre, donc avec la famille des cordes, la famille des bois, la famille des cuivres. Et donc quand ils se retrouvent à la Philharmonie, ils sont dirigés par un chef d'orchestre professionnel. On a la chance de compter Zaya parmi nos chefs d'orchestre, et qui est un excellent modèle en plus pour les enfants. J'espère qu'ils se projettent et qu'ils ont envie de suivre ta voie. Merci. Et donc parmi les autres moments forts de l'année, chaque année à la fin de l'année scolaire, on a un concert de restitution, donc sur la scène de la Philharmonie de Paris, ou encore une fois sur un lieu du territoire.
Alors, vous dire ce que ça apporte, il y a déjà l'essentiel qui a été dit. Donc, bien sûr, ça apporte une grande fierté, mais alors, on pense souvent aux bénéficiaires directs que sont les enfants, mais c'est aussi toute la musique qui arrive dans la famille, et les familles sont aussi très fières de leurs enfants. Alors, parmi ces familles, effectivement, Zaya, tu parlais de ta famille. Et on va souvent retrouver ça dans Demos, c'est-à-dire des familles qui ont un capital économique modeste, mais un capital culturel élevé. On va retrouver dans des familles Demos des familles issues de l'immigration qui ont vécu un déclassement à leur arrivée en France. Donc on va retrouver toutes sortes de familles. Alors, donc, parmi les choses que j'avais envie de vous partager sur ce que ça apporte, donc, alors on a mis en place des questionnaires pour les enfants d'auto-évaluation. Et là, c'est eux-mêmes qui disent moi, ça me permet de me concentrer davantage à l'école. Je vois vraiment une différence avec avant, après les MOS. Alors, ils arrivent à mettre des mots là-dessus. En tout cas, ça leur apporte une confiance en eux. Et parmi les choses dont ils ne se rendent pas forcément compte, j'ai envie de vous parler d'une étude qui a été menée non pas par la Philharmonie de Paris, mais par l'Académie de Strasbourg, puisque à Strasbourg, la particularité, on a quelques orchestres comme ça, une petite dizaine sur les 50 orchestres qui sont en lien avec l'école. Et donc à Strasbourg, les enfants de la cohorte de 2015 à 2018 sont tous dans des établissements REP, REP+, et donc ils avaient tous la particularité d'être dans la même classe et donc de démarrer des MOS en CE2. Donc ils ont fait CE2, CM1, CM2 dans des MOS. Et à leur entrée en 6e, donc ils ont passé les tests d'évaluation d'entrée de 6e comme tous les enfants au national. Et donc là, l'Académie de Strasbourg a regardé spécifiquement le résultat de ces enfants, et on a vu d'excellents résultats en fluence, donc la vitesse de lecture, où là on avait 19 points de plus que la moyenne nationale. C'est-à-dire que pour un enfant de 6e, l'attendu, c'est lire 120 mots minute. La moyenne nationale, c'est à peu près 50% des enfants qui arrivent à ce résultat. Et à Strasbourg, on avait 71% des enfants des MOS qui arrivaient à ce résultat. Donc, alors ça, c'est quand on compare avec la moyenne de l'Académie de Strasbourg. Mais alors, bien sûr, si on compare avec spécifiquement les enfants des établissements REP, REP+, là, c'est encore plus significatif. Et on a aussi obtenu des résultats intéressants en mathématiques, alors là, qui étaient assez proches de la moyenne nationale. Donc, ça me fait dire une chose, c'est que Demos, si je devais simplifier, Demos gomme les inégalités, pour moi. Voilà. Donc, on parlait des trajectoires professionnelles tout à l'heure. Il faut savoir que les objectifs de Demos au démarrage n'étaient pas forcément d'en faire des musiciens professionnels, puisque l'objectif avant tout, c'était de les immerger dans la pratique orchestrale pendant 3 années. Et puis, il se trouve qu'à la fin du dispositif, il y a à peu près la moitié des enfants qui ont dit « mais c'était chouette ces 3 années, mais moi j'ai envie de poursuivre la musique ». Donc, on a mis en place des passerelles vers les conservatoires pour qu'ils poursuivent la pratique. Et puis, c'est devenu aussi un axe important pour nous, puisqu'on leur met le pied à l'étrier pendant ces 3 années. On leur dit, voilà, la musique classique, le patrimoine culturel, la musique classique, il est pour toi, il n'est pas réservé à une élite. Et c'est aussi, on a aussi un rôle très important à jouer dans l'intégration de ces enfants dans les conservatoires. Parce que ce n'est pas le tout d'aller les chercher et de leur dire c'est pour toi, puis après les mettre en situation d'échec dans les conservatoires. Donc on travaille beaucoup et on continue de progresser là-dessus sur la 3e année, vraiment pour qu'il y ait une transition douce vers les conservatoires et qui ne se retrouvent pas en échec au bout d'un an de conservatoire.
Merci beaucoup Eric. Vous nous acheminez progressivement sur la question de l'évaluation, avec des résultats qui sont extrêmement significatifs. Julie va peut-être apporter un peu de dissonance ou de nuance. On vous écoute. Pas trop quand même. Bonjour, je m'appelle Julie Pereira, je suis doctorante en sociologie au CRIS. Donc le CRIS, c'est le Centre de recherche sur les inégalités sociales. Donc on est en plein dans le sujet. Et mon sujet, c'est l'évaluation des dispositifs d'éducation artistique et culturelle, et en particulier des dispositifs d'éducation musicale. Parce que comme on a pu voir là, il en existe beaucoup. Et c'est un sujet qui suscite en général beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Donc je viens de ce même enthousiasme et de ce même espoir. Et j'ai souhaité essayer de mesurer un petit peu les impacts que ce genre de projet pouvait avoir. J'ai travaillé essentiellement sur 2 dispositifs. Donc le premier, c'est la maîtrise de Radio France qui a créé une antenne à Bondy en Seine-Saint-Denis en 2007. Et le second, sur lequel je travaille actuellement, s'appelle Un violon dans mon école. Donc c'est un projet qui touche environ 60 écoles aujourd'hui en France. Il y a à peu près 8000 apprentis violonistes. Et il a la particularité de s'adresser donc comme orchestre à l'école à des enfants sur le temps scolaire et surtout à des enfants très jeunes, puisque là, ils ont entre 4 et 7 ans. Donc c'est entre la moyenne section de maternelle et puis le CE1. Donc évaluer, pourquoi évaluer ? Voilà, l'idée, c'est quand même qu'on a de l'argent. Enfin, tous ces projets coûtent de l'argent, et donc est-ce que cet argent est investi correctement ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? Et ensuite, la deuxième question qui est encore plus difficile, si c'est efficace, est-ce que c'est efficient ? C'est-à-dire avec cet argent-là, est-ce que les objectifs que l'on atteint, on pourrait les atteindre mieux, plus facilement, de façon moins coûteuse ? Les 2 problèmes qu'on a principalement sur l'évaluation des dispositifs d'éducation musicale, le premier, c'est l'éducation musicale. De quoi est-ce qu'on parle ? En fait, la musique, c'est pas un traitement unifié, magique, qui va venir avoir les mêmes effets partout tout le temps. Ça va effectivement dépendre, bien sûr, de la qualité des professeurs, de la pédagogie, du type de public à qui on s'adresse, et surtout d'un facteur qui est insuffisamment pris en compte, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on fait si on ne faisait pas de la musique ? Quel est, donc pour utiliser un terme d'économie, quel est le coût d'opportunité de ce temps, de cet argent et de cette énergie passée à faire de la musique ? Le deuxième problème qu'on a, c'est la multitude des objectifs qu'on assigne à ces programmes. C'est qu'on leur assigne à la fois des objectifs de démocratisation culturelle, mais aussi de progrès scolaire, d'insertion sociale, de créativité, de discipline, de confiance en soi. C'est un peu protéiforme. Et en fait, le problème, c'est que évaluer, donc, c'est peser la valeur, et c'est peser la valeur à l'aune des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, si on se fixe tout un tas d'objectifs, ça rend les dispositifs plus difficiles à évaluer. Et souvent, pour des raisons politiques et parce que l'argent ne coule pas à flot, les porteurs de projets ont tendance à montrer que leurs programmes vont aider les enfants à réussir scolairement. Parce que ça, c'est pas trop dur à mesurer. On a effectivement des évaluations standardisées. Et puis, c'est universellement reconnu comme étant une bonne chose que les enfants progressent à l'école. Alors, dans mon cas à moi, sur le projet que je suis 2000 enfants pendant 4 ans. Donc, c'est assez conséquent. Et la force de l'évaluation qu'on mène aussi, c'est que on a un groupe témoin qui est constitué à l'initiale pour qu'ils aient les mêmes caractéristiques, et on les suit pendant 4 ans. Alors nous, ce qu'on trouve, c'est qu'en fin de maternelle, on a des effets positifs et significatifs sur plusieurs domaines, en particulier l'appréhension de l'écrit, parce qu'ils travaillent avec des débuts de partition, on va dire, où il y a un travail d'association d'un son à une couleur, à une note, à un signe écrit. Donc il y a tout ce travail, en fait, c'est la lecture qui se met en place. Et également, on a des progrès sur l'appréhension du geste d'écriture. Donc c'est toute la minutie de la manipulation des instruments. En l'occurrence, ici, c'est l'archet et puis les cordes, mais c'est également vrai avec d'autres instruments. Par contre, donc là, les enfants sont en CE1. Au niveau du CP, on perd ces effets positifs, dans mon cas. Et même, on a des effets négatifs qui apparaissent. Donc l'hypothèse de travail à ce stade, c'est que le CP, c'est une année charnière, c'est une année cruciale. On est sur des publics qui sont très défavorisés. J'ai 85% des parents des enfants avec qui je travaille qui ne sont pas nés en France, et beaucoup de ménages dans lesquels on ne parle pas français à la maison. Et donc l'idée, c'est qu'en fait,
la musique, quand bien même elle apporte tout un tas d'autres choses, elle va jouer un rôle elle va concurrencer en fait les autres apprentissages sur, encore une fois, le projet sur lequel je travaille, et du coup avoir un effet un peu décevant par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Et donc moi, le message que je voudrais apporter, c'est que finalement, c'est un petit peu dangereux de justifier la place de la musique dans la société et dans la vie des enfants seulement par ses effets, nous on appelle ça des effets extrinsèques, donc ces effets secondaires si on veut. Parce qu'en fait, non seulement l'efficacité n'est pas toujours prouvée, ce qui est très très prouvé, c'est qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les résultats scolaires, la réussite scolaire et même sociale, et les compétences en musique. Ça, c'est extrêmement vrai, c'est démontré, voilà. Mais quand on essaye d'établir un mécanisme de causalité, en fait, on n'y arrive pas. Et du coup, si on justifie l'importance de la musique que par ses effets secondaires, on met en danger la place de la musique, finalement. Et je pense qu'il faut être capable aussi de dire que la musique peut être un objectif louable en soi, et que pour le coup, il n'y a pas de raison que dans ces quartiers qui ont moins accès à la musique, dans ces quartiers défavorisés, il n'y ait pas autant de talent qu'ailleurs. Donc je pense qu'il faut... Voilà, moi je suis une avocate de la musique pour la musique, et ensuite, effectivement, on peut, à l'échelle individuelle, noter tout un tas de différences. Mais quand on le fait sur un grand effectif avec une concurrence, c'est pas tout à fait la même chose. Et à cet égard-là, le projet de Radio France, qui est pour le coup... Alors eux se défendent de faire du social, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas, ils veulent pas mesurer l'impact parce que eux sont musiciens, ils sont là pour faire de la musique, ils sont là pour faire de la belle musique, et voilà. Et effectivement, on voit que c'est des enfants qui ont tendance à poursuivre davantage en études supérieures, qui ont des meilleurs résultats au brevet et au bac. Mais en fait, c'est aussi très probable que les enfants qui poursuivent dans ces dispositifs, qui sont par ailleurs très exigeants, aient soit des qualités inhérentes, soit des environnements, notamment familiaux, qui vont les aider et leur permettre d'atteindre ces choses. Et je pense que c'est important aussi de se dire que ce qui peut avoir un effet, c'est la confiance, comme vous le disiez, qu'on place dans les enfants, le fait qu'on leur donne quelque chose qui est beau, qui a de la valeur, qui relève presque un peu du sacré finalement. Voilà, ça leur fait du bien. L'attention soutenue d'adultes qui ne sont pas forcément issus de leur milieu, c'est également quelque chose qui leur fait du bien. Et la mise en relation avec d'autres enfants et d'autres personnes, l'ouverture, y compris sociale, que ça leur procure, ça aussi, ça leur fait du bien. Mais je suis pas sûre que d'autres dispositifs... Par exemple, il se trouve que l'école primaire dans laquelle la maîtrise de Radio France s'est installée, c'est le hasard, mais c'est l'école primaire dans laquelle Kylian Mbappé a fait sa scolarité. Bon, voilà, l'intégralité des enfants tape du ballon essentiellement des garçons, mais tape du ballon dans la cour d'école. On ne manque pas d'enfants qui ambitionnent de devenir footballeurs. On manque d'enfants qui, en tout cas dans ce milieu-là, qui ambitionnent de devenir musiciens ou qui ont d'autres ambitions, qui ambitionneraient de devenir avocat, médecin, ingénieur, comme vous le faites. Et je pense que ces programmes, ils sont super pour développer cette ambition-là. Mais voilà, juste une petite mise en garde sur... c'est pas magique, et si on enlève du temps, peut-être du temps scolaire ou un temps qui pourrait être dédié à autre chose, ça peut, dans certaines circonstances, avoir des effets néfastes. Voilà. Désolée. Non, il ne faut pas être désolé, Julie. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard au fait que vous êtes aussi issu de cette... Il y a une appétence pour la question musicale. Je propose à Valéria et à Benjamin de commencer à s'installer pendant qu'on va prendre une première série en fait, de questions pour que vous puissiez prendre le temps. Hein. Installez-vous. Voilà. Ok. Julie a mis l'accent aussi sur quelque chose assez intéressant, sur les questions de la portée. Il y a aussi la question du médium utilisé. Là, c'était le violon. Peut-être qu'on pourrait s'interroger sur l'idée d'un autre vecteur qui serait peut-être plus adapté, ou du moins une diversification qui éventuellement aurait eu un autre impact. Donc il y a toute une question qui se pose sur le médium à utiliser. Je propose de prendre une première série de questions pendant que nos instrumentistes s'installent, parce que évidemment, vous n'allez pas repartir sans entendre des sons et de la musique. Voilà. Alors, on va peut-être prendre une première série. Une question sur la problématique, parce que c'est vrai qu'on est confronté
Le micro va arriver. Bonjour, donc je fais partie d'Orchestre à l'école et j'avais une petite question, parce qu'on est confronté tout le temps, effectivement, on nous demande des mesures d'impact, sachant que c'est très difficile de mesurer les bienfaits, le bien-être, etc. pour les enfants. Donc on a et on a aussi la problématique des données sur les mineurs. Donc comment vous arrivez à suivre, puisqu'on n'a pas le droit, nous, à première vue, d'avoir des études sur les données voilà, pour les mineurs. Et souvent, on nous demande des mesures d'impact qu'on n'est pas capable de fournir, ou en tout cas, c'est plus de l'expérience, du vécu, des témoignages de tous nos porteurs de projets, que quelque chose de très concret qui rassure un mécène, qui vont rassurer, voilà. Donc, comment vous avez, là, dans vos dispositifs, finalement, vous avez pu suivre quand même des groupes d'enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se dire, voilà, on suit aussi tous nos 155 000 enfants qui ont appris la musique par orchestre à l'école. Si on avait des données comme ça, ce serait chouette, parce que je pense qu'on ne serait pas sur les mêmes résultats, ne serait-ce que par la classe de CP, C20. C'est vrai que c'est des projets quand même très particuliers, on demande tellement beaucoup d'apprentissage aux enfants. Donc je pense que c'est lié aussi peut-être vraiment à la spécificité du CP. Mais c'est intéressant de savoir comment vous arrivez justement à avoir des données, et c'est un des problèmes, je trouve, qu'on nous demande des études d'impact, alors que ce n'est pas le plus évident. Voilà. Donc, ma question aussi, voilà, en termes de chercheuse, comment vous arrivez à pouvoir obtenir des données. Merci. Il y a une question de méthodologie. Il y a une autre question. On va prendre 2 questions. Il faut faire monter le micro. Et peut-être une troisième. C'est aussi concernant les orchestres à l'école. Je viens d'Allemagne et on a un concept très similaire, je crois, au moins, ça me semble très similaire. Et là, d'où je viens, ça ne fonctionne pas très bien. Et je me demande donc si c'est différent ici, parce que là, vraiment, c'est aussi 3 ans. Mais à la fin, les jeunes ne savent pas très bien faire la musique. Il faut être honnête, parce que c'est des cours en groupe. Donc moi, c'est plutôt la question, est-ce qu'on a des comparaisons avec, par exemple, des élèves qui font cours d'instruments, normal au conservatoire, cours unique, seul, avec un prof? Parce que là, j'avais l'impression que c'est plutôt un truc que les jeunes font parce que c'est peut-être les parents qui veulent qu'ils le fassent, ou parce que c'est en mode, ou parce que c'est la copine qui fait aussi, mais que c'est pas vraiment les jeunes qui sont vraiment passionnés par la musique et qui vont vraiment apprendre et suivre aussi. Donc aussi peut-être la question, le demos, je sais qu'il y a l'idée de aider les enfants à suivre au conservatoire. Est-ce qu'il y a un truc similaire aussi pour ça? La question du dispositif pédagogique le plus approprié pour accéder justement aux objectifs financiers, objectifs identifiés. On va prendre une dernière question. Oui. On prendra la deuxième série après. Oui, merci beaucoup pour ces interventions vraiment très intéressantes. Je me demandais s'il y avait une spécificité de la musique. Vous avez présenté différents dispositifs musicaux. Est-ce que vous pensez ou est-ce qu'il faudrait développer, ou peut-être que ça existe, que le ballet à l'école ou la compagnie de théâtre à l'école, est-ce que ça serait pas à certains égards peut-être plus facile? Et est-ce que ça fonctionnerait est-ce que ça fonctionnerait aussi bien? Est-ce que ça existe? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une spécificité de la musique au regard de l'objectif d'intégration sociale ou pas? Moi, je pense que oui, mais on va laisser peut-être Julie, Marianne, et évidemment celles ou ceux qui souhaitent. Julie, peut-être pour commencer. Alors oui, ça a été très compliqué, effectivement. On a passé une convention avec l'ADEP, donc, qui est l'organisme qui est chargé des données à l'échelle nationale pour le ministère de l'Éducation, en fait. La bonne nouvelle, c'est que les enfants sont identifiés et on va être en mesure de les suivre jusqu'à leur bac. Donc, si effectivement c'est un effet propre à la classe de CP notamment, donc là j'attends les résultats de début CE1 qui arriveront un jour, et puis de début CE2, etc. Donc il y a tout un tas de mesures qui va être continuées. Oui, c'est difficile. Et juste peut-être sur la musique et ce genre d'impact, il y a une des spécificités de la musique qui est qu'elle s'enseigne de manière assez scolaire en fait. C'est quelque chose où il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de précision. Moi, à la base, je suis danseuse et je voulais m'intéresser à ces questions justement de ballet ou de danse à l'école.
Et en fait, la musique, de par le fait qu'il y a de l'écrit, notamment, et qu'il y a de l'apprentissage qui ressemble un peu à l'école, ça a l'air de susciter plus d'études, en tout cas. Marianne ? Alors, en fait, moi, je pense aussi, de par le projet qui est étudié, où c'est des projets avec un seul instrument dans toute une classe, avec des enfants très très jeunes, on ne peut pas généraliser les effets. Je pense que quel que soit le dispositif qu'on a, on ne peut pas généraliser les effets, parce que parmi les effets positifs de la musique, de la pratique orchestrale, il y a également le fait qu'on entend, c'est ce que je disais, dans un orchestre, on a des instruments avec différents timbres, où chacun a un rôle différent, où on a tantôt la mélodie, tantôt la rythmique, et il y a des allers-retours entre les différents musiciens dans l'orchestre, qu'on ne retrouve pas quand on a une classe de 100% violon. Il y a déjà beaucoup moins sur le plan musical que dans un orchestre avec des instruments différents. Donc, sur la base de l'ensemble des orchestres à l'école que l'on a, je vais être très transparente, on n'a pas 100% des orchestres à l'école qui fonctionnent extrêmement bien, puisqu'on s'appuie sur des équipes différentes. Ce qu'on constate, c'est que depuis 20 ans, le niveau progresse, parce qu'en fait, on prend des professeurs de conservatoire qui n'ont pas l'expérience à la base de l'enseignement collectif. On a des enfants qui n'ont pas forcément choisi de faire de la musique. Il y a effectivement des environnements familiaux, des territoires où les conditions sont plus ou moins faciles. La seule chose que je peux dire, c'est qu'un orchestre à école peut extrêmement bien fonctionner et apporter des résultats musicaux absolument impressionnants n'importe où, quel que soit le territoire, quel que soit le type d'enfant. Évidemment, avec une classe d'IME, d'enfants handicapés, on aura moins de finesse musicale. Il y a d'autres aspects qui vont se développer. Mais n'importe où, ça peut extrêmement bien fonctionner, à condition qu'on ait les bonnes équipes qui ont une réflexion pédagogique sur la progression, sur le répertoire qui est adapté, qui travaillent ensemble avec de l'arrangement. Chaque orchestre, chaque morceau doit être arrangé pour l'orchestre. Si on prend une méthode, je ne sais pas à quel dispositif vous faites référence en Allemagne. Moi, je connais les bläsers classeux qui fonctionnent sur la méthode Yamaha de Hask, avec des enfants qui jouent à l'unisson pendant quel que soit leur instrument, par exemple. Donc le tuba va faire la même mélodie que la flûte, que le cor, et on n'a pas d'arrangement, de tonalité qui puisse permettre à chaque instrument d'être à l'aise, chaque instrumentiste. Ça, l'arrangement pour les projets, alors je parle d'orchestre à école, c'est la même chose pour tous ces projets pédagogiques où tous les instrumentistes, quel que soit leur instrument, débutent ensemble et doivent jouer ensemble dès le départ. C'est d'avoir des profs qui dialoguent, qui disent, voilà, avec mon instrument, les enfants n'arriveront pas à faire tel ou tel morceau, il faut qu'on choisisse telle tonalité pour que tout le monde soit à l'aise. Il faut une très fine connaissance de l'organologie, de la musique, de la théorie musicale, pour que le matériel pédagogique soit adapté. Et il faut des professeurs qui sachent embarquer les enfants, qui sachent obtenir de mettre l'enthousiasme, apporter le plaisir, les encourager, ne pas les casser. Je veux dire, c'est pas toujours facile, et y compris pour des profs qui viennent de conservatoires, qui ont même vécu parfois un enseignement difficile. Donc il y a tout ça qui doit se mettre en œuvre, et ça doit être aussi pour nous, dans l'orchestre à l'école, être aussi très fortement accompagné par toute la communauté éducative de l'éducation nationale. Même des super profs de conservatoire qui se mettent sur un projet d'orchestre à école, si les instituts ne sont pas là au moment de la répétition, si c'est pas porté, si la salle n'est pas ouverte au moment où ils arrivent, si on rebondit pas sur ce qui se passe dans l'orchestre dans tout le reste de la semaine, ça sera beaucoup moins efficace. Donc en fait, pour que ça fonctionne, c'est vraiment un ensemble de facteurs, d'avoir des instruments de bonne qualité aussi,
ça, c'est aussi important. Si on a des instruments qui sont très, très difficiles à jouer, c'est très décourageant pour les enfants. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont nécessaires. Et tous les projets, tous les concerts aussi qu'on peut leur apporter, toutes les opportunités de jouer, le fait que les parents soient aussi associés au progrès de l'enfant, qu'on les encourage, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre, et ça peut très très bien fonctionner, mais ça peut aussi être une expérience... au mieux, ils auront découvert la musique et ils auront peut-être pris du plaisir et découvert des choses nouvelles, mais pour que ça soit vraiment tous les bienfaits dont on parle soient là, il faut vraiment que ce soit une très très grosse implication des équipes. Et donc pour nous, le plus important, c'est la formation des équipes. Donc on propose de la formation, c'est le choix des professeurs, c'est d'expliquer à un directeur de conservatoire qu'il n'a pas besoin d'avoir un orchestre avec une nomenclature académique. Il vaut mieux qu'il mélange des accordéons avec des flûtes et puis toutes sortes d'instruments. À partir du moment où l'arrangement est fait pour ces instruments, bon, évidemment, il faut qu'il y ait un équilibre musical. Hein. On n'est pas en train de faire n'importe quoi non plus, mais c'est ça qui est c'est ça qui fonctionne. Et si on a une méthode toute faite qu'on essaye d'impliquer, et puis c'est aussi d'avoir des pupitres. Tout à l'heure, je parlais des pupitres de 3 à 5 élèves. Ça aussi, c'est important d'avoir cet échange. D'avoir peut-être dans le pupitre flûte 3 partitions différentes, parce qu'on aura un enfant qui va être une super flèche et qui a besoin d'être nourri, d'être un autre qui a le niveau normal et un autre qui va peut-être être en grande difficulté. Ils auront 3 partitions différentes à jouer. Vous avez dû le constater, Fernando, dans l'orchestre qu'on a fait jouer, ils ne jouent pas tous la même chose dans les pupitres. C'est adapté à chaque enfant. C'est tout un écosystème. C'est ça. Et en fait, c'est une vigilance permanente parce que c'est des équipes qui changent aussi. Bien sûr. Je vous propose de faire une petite pause justement musicale avec Valérie et Benjamin. Et Zaya, Fernando, Eric, vous êtes prioritaires pour la deuxième partie. On vous écoute, Benjamin et Valérie. Good night.
Bravo, bravo. Il n'y a que à Sciences Po qu'on peut entendre du Kodai joué par des Chiliens. Ça, c'est une évidence. Bravo à vous deux. Donc, c'était une pièce de Kodai. C'était la question que vous vouliez poser ? Voilà, c'était affiché. Voilà, pendant toute la prestation. Alors, on enchaîne vite parce que nous avons un petit quart d'heure encore. Bon, alors c'est dommage parce qu'elle vient juste de partir, mais c'était une partie de la réponse à, au questionnement précédent. Moi, j'ai fait une classe jazz dans un petit village en Gironde. Je ne sais pas si vous connaissez. À Marciac ? Non, c'est une inspiration de Marciac. Ça a été fait après. Ça a été fait notamment pour sauver le collège, qui est un petit collège rural, c'est à Montségur. Et c'était absolument incroyable comme expérience. Voilà. Et donc sur les résultats, sur le moment même des élèves, je crois qu'il est aussi très important de regarder a posteriori, quelques années plus tard, parce que notamment c'est un collège, donc c'est de la 6e à la 3e, et c'est vrai qu'à la fin de la 3e, il y a une partie des élèves qui sont en 3e, en pleine crise d'adolescence, et qui vont dire que les cours les fatiguent, qu'ils en ont marre de la classe jazz, que c'est nul, que c'est entre midi et 2, et que c'est chiant d'y aller. Mais en réalité, pour la plupart d'entre nous, parce qu'on est encore énormément en contact, a posteriori, il y en a beaucoup qui peuvent dire qu'en termes de confiance en soi, ça les a énormément aidés. Et on est nombreux à aujourd'hui pouvoir faire un peu le compte-rendu de ce que ça nous a apporté. Et tous les jours de notre vie, on se dit « Ah tiens, c'est vrai que ça, avec la classe jazz, j'ai appris ça ». Et moi, j'insisterai bien sur 2 points que je trouve extrêmement importants, qui sont la mixité. Parce que la classe jazz, on est auditionné au départ, mais pas sur notre niveau de musique, à part pour le côté piano, guitare, basse, batterie, pour que ça fonctionne. Mais donc, leur objectif est aussi que ce soit mixte, et ça passe par ne pas créer une classe d'école jazz. En fait, il n'y a que 3 classes dans ce collège. Et donc, ils ont divisé pour tous les autres cours, histoire de ne pas créer une classe élite, surtout. Et c'est leur grande peur, en fait, c'est de créer une classe élite qui serait la seule classe qui va faire des sorties parce qu'on va jouer à Bordeaux, parce qu'on va jouer dans des concerts, qu'on sort le soir, qu'on rentre tard. Et je trouve ça hyper important, ça, qu'ils arrivent à le garder et à faire une classe qui n'est pas une classe d'élite au sein de ce collège et qui soit mélangée avec les autres élèves. Et le deuxième point, c'est sur l'auto-responsabilisation des élèves. Et moi, je crois que c'est sur ça que ça m'a le plus aidé, cette classe jazz. C'est qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois mes petites sœurs qui sont au collège et que je me dis « Ah oui, en 5e, on faisait ça », je trouve ça absolument dingue. C'est-à-dire qu'à partir de la 5e, on a le droit de faire des combos, par exemple, donc des petits groupes avec des amis. Et donc, en fait, à partir de la 5e, on nous dit « Bah écoutez, il y a une salle de libre, si vous voulez monter un groupe de musique, allez-y, puis faites des concerts, il y a les instruments là du collège, vous avez le droit de les emprunter ». Et en fait, c'est fou quand je vois la taille des élèves de 5e et que je me dis, à cet âge-là, on nous disait d'aller présenter des morceaux tout seul, de se trouver des petits concerts et d'y aller, et on nous prêtait des instruments. Et je trouve ça absolument dingue. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, c'est vachement à développer si on peut y arriver quand même malgré tout, même si les données quantitatives... Voilà, c'est peut-être à progresser. Il y a peut-être probablement plein de points sur lesquels progresser. Je suis assez d'accord que peut-être que l'âge y joue aussi pas mal. Et voilà, c'était aussi un témoignage pour dire que c'était incroyable. C'est important d'avoir des témoignages qualitatifs. Une deuxième question. Enfin, allez-y. Oui, bonsoir. J'aurais plutôt une question pour Fernando. Después pour traduire, si usted necesita. Mais je suis étudiante à Sciences Po et j'ai travaillé récemment au sein du Sistema de Orquestas argentin. J'ai aussi un peu travaillé à Demos et dans le système barcelonais et madrilène. Bon, voilà. Et donc, j'observe beaucoup de spécificités différentes dans les différents systèmes. Demos à part, sachant que Demos, de ce que j'ai compris, ne se revendique pas du système vénézuélien. Voilà. Donc j'avais cette question pour vous. Quel lien vous avez avec le système vénézuélien depuis le Chili ? Est-ce que l'Orquesta de la Pintana dépend de FOGI ? Je crois que ça s'appelle FOGI. Voilà. Est-ce que ça dépend de l'organisme central ou est-ce que chaque nucléo a sa spécificité ? Et aussi, si vous pouviez détailler un peu le rythme des répétitions, comment vous allez chercher ces jeunes-là aussi ? Quel lien vous avez avec les familles ? Est-ce que vous incluez la formation musicale dans la formation des jeunes ? Et surtout, un thème dont vous aviez parlé, comment est-ce que vous avez des conseils pour trouver l'équilibre entre l'excellence musicale et la vocation sociale ? Parce que dans chaque organisme dans lequel j'ai travaillé, il y a eu toujours des dysfonctionnements ou des difficultés, en tout cas, pour équilibrer les deux. Et notamment par rapport à ce que disait Julia sur la conception du temps, ce temps qui est dédié à l'excellence musicale, est-ce qu'il ne pourrait pas être employé à d'autres fins plus sociales ?
necesita que le traduzca. J'ai compris. Oui, il a compris. compris. En plus, c'est la matrice. Le système à la matrice est au Chili. Attention, je tiens à vous dire que dans 5 minutes, vous allez entendre un bruit assez étrange. Ça va être le gong final, mais on pourra, je pense, un tout petit peu mordre sur le temps. Mais vous inquiétez pas, si à 9h, il va y avoir un petit bruit bizarre. Fernando, et puis après, on laisse la parole à Zaya et Eric, qui puissent aussi évoquer ce qu'ils pensent aussi. Bien, je commencerai pour la dernière question. Je pense que les deux éléments ne sont pas dissociés l'un de l'autre. Vous comprenez bien ça? D'accord. Et parce que chercher de l'excellence, c'est très nécessaire. Et l'idéal de la recherche de label de la musique, de faire la chose bien, et devra ser le chemin et la vocation sociale de la musique, et tous ces éléments qui permettent à les jeunes, les enfants, finalement pouvoir développer et finalement devenir un meilleur citoyen, meilleure personne, sont à conséquence de la recherche de la perfection et de l'idéalité. Si vous êtes renunciant, c'est le même. Si renonce à cet idéal, et l'activité de la musique comme moyen de vocation sociale sera simplement une activité qui permettrait l'utilisation du temps de forme positive. Et je pense que ça pourra ser con quelque chose, con quelque autre activité. Et je pense que cet élément est très central, très important, parce que fait la différence entre précisément les autres plusieurs activités, comme les sportifs, la danse, etc. Pour ces questions, je pense que la musique est très, très idéale. Et je pense que pour ça, c'est que les projets d'orchestre de jeunes sont très populaires aujourd'hui en tout le monde. Ils répliqués plusieurs fois. Et la FOJI, la Fondation nationale des orchestres de jeunes et des enfants, c'est essentiellement une institution qui soutient les orchestres des communs comme la nôtre, et soutient orchestre à l'école aussi, mais c'est une institution indépendante qui est reçue financement de l'État. Essentiellement, la FOJI, c'est une institution qui c'est part de la présidence, la présidence du Chili, avoir plusieurs fondations qui sont part de la présidence, et que la présidente de cette différentes fondations, c'est la première dame. Et donc la FOJI uniquement soutient autres projets pour fonds concursables,
Tu me comprends bien? Fondé. Financement. Merci. Financement concursable, fait festival pour rencontrer différents orchestres, des plans de part des plans de région, et aussi fait capacitation à niveau local et national, régional, mais il ne soutient pas le financement pour les orchestres qui sont de l'école ou des différentes communes. Je ne me rappelle pas de les autres. C'était sur le rythme de los... Ah, de acuerdo, sí. Gracias. Sí. Notre orchestre fait 2 répétitions par semaine. C'est très important que les personnes qui travaillent avec notre élèves soient professionnels ou étudiants de l'université qui sont qui avoir une expérience sur les orchestres comme un musicien d'orchestre, principalement. C'est ça. Très bien. Zaya? Du coup, c'est quoi la question? Non, c'est par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous voudriez ajouter au moment juste avant de nous séparer? Il y a plein de questions, c'est la question du répertoire, par exemple. Voilà, mais qu'est-ce que vous voudriez mettre comme accent à l'issue de cette table ronde? Alors, peut-être, moi, j'aurais deux petits points. Alors, je pense qu'en effet, la question des objectifs, elle est importante, et que peut-être qu'en effet, parfois, alors là où je suis d'accord aussi avec vous, c'est que c'est pas évident, parce que pour faire ces projets-là, il faut de l'argent, et que ce soit les financeurs et les partenaires publics comme privés, chacun a ses attentes aussi. Parfois, ils demandent aussi des mesures d'impact qui sont compliquées, qui sont parfois onéreuses. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir les financer. Donc, on essaie tous de pouvoir aussi, pour faire progresser, et je trouve que c'est important dans nos métiers, de se réinterroger régulièrement, et que parfois, on peut prendre des directions qui sont concluantes et d'autres un peu moins. Et je trouve que ça fait partie aussi de la réussite de nos projets, de se remettre en question, et parfois de dire que c'est pas forcément le plus efficient, comme vous le disiez, et que c'est pas grave, ça fait partie aussi de l'expérience, mais que la question des objectifs, c'est important, et que parfois, certains, ça peut être autour des savoir-être, d'autres du jeu collectif, d'autres de la réussite plus personnelle. Donc en fonction des tranches d'âge, du temps dont on dispose aussi, et de la façon de fonctionner, en fonction de... C'est vrai que si on fait appel à des musiciens professionnels d'orchestre, des enseignants de conservatoire, des enseignants à l'école, des travailleurs sociaux, comme c'est le cas à Demos, et forcément on fait appel à des compétences différentes, donc on va être amené à développer aussi des objectifs différents. Là où je rejoins un petit peu aussi Fernando, c'est que, et puis l'intervention autour de la jeune fille qui a fait du jazz aussi, c'est que parfois, en fait, les impacts, les résultats arrivent beaucoup plus tard que parfois ce qu'on attend. Et alors, au bout de 15 ans, moi, hier, par exemple, j'ai fait une conférence dans une entreprise partenaire de l'Orchestre Divertimento, et j'ai rencontré une jeune fille qui a fait le Demos la toute première année. Et donc, donc je l'ai rencontrée, elle avait 8 ans, 10 ans. Maintenant, c'est une jeune fille qui est en alternance dans une grande entreprise du CAC 40, et elle m'a parlé de tous les bienfaits qu'elle avait connu d'avoir travaillé à mes côtés. Elle me dit oui, regardez, elle me montrait des vidéos de concerts où elle me parlait justement de l'exigence que je mettais dans le travail avec eux. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui parfois, ou même maintenant des jeunes de notre académie qui viennent avec leurs enfants à certains de nos concerts. Alors, en effet, ça ne nous rajeunit pas, mais ça montre aussi que du coup, eux-mêmes ont intégré la musique et la pratique culturelle dans leur vie. Et je trouve ça très important, et que parfois, en effet, c'est pas forcément d'en faire toujours soit des musiciens professionnels, mais que il y a eu un impact quelque part. Donc, la question des objectifs et la question du temps, c'est important. Et puis aussi peut-être sur un aspect plus artistique, c'est que je trouve sur la notion des répertoires. Alors vous parliez
tout à l'heure des arrangements ou alors à Demos, comme moi je le fais également avec mon orchestre professionnel. On fait un gros travail aussi sur les répertoires et je trouve que ça change aussi le regard que l'on a sur la musique symphonique, sur la musique dite classique. Parce que pendant longtemps, c'est vrai qu'avec ce répertoire très européen, on pensait comme cette musique un peu avec un regard vers le passé. Et aujourd'hui, tous ces projets, ils arrivent à transformer cet héritage et ce patrimoine. Et moi, j'essaie de faire ça aussi dans mon travail de chef d'orchestre, en lien avec des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est super important d'arriver à faire en sorte que les jeunes puissent jouer des œuvres qui appartiennent à notre patrimoine, à notre histoire, et ça fait partie de nos métiers de transmettre ce patrimoine et de continuer à le faire, et en même temps de le mettre en lien avec des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Alors là, particulièrement, notre société, elle traverse quand même des moments difficiles à l'international, aussi en France, d'arriver à connaître mieux le monde par la musique, les autres cultures, les différentes religions grâce à la musique. Ça ouvre aussi une opportunité, une ouverture très importante et c'est des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Et voilà, et donc je trouve que la façon d'aborder aussi ces projets nous ont amenés à aborder du répertoire, mais à aller chercher aussi d'autres musiques, d'autres cultures et quelque part faire rentrer d'autres musiques dans le répertoire universel de l'orchestre. Et moi, je trouve que ça fait partie aussi des choses qu'il faut aussi souligner et qui ne sont pas à négliger aussi peut-être, alors qu'ils sont peut-être moins visibles dans les projets que vous avez, je dis peut-être parce que je ne connais pas très tout, peut-être moins visibles dans ceux que vous avez analysés, mais je trouve que c'est quand même un aspect qu'il ne faut pas mettre de côté parce que il mériterait peut-être qu'on l'analyse aussi un petit peu plus. Voilà. C'est la question de l'engrammage. On engramme avec de la musique à différents niveaux, à l'échelle personnelle comme à l'échelle collective. Et ça, c'est pas forcément comptable ou mesurable. Ou la question de la redevabilité, elle est difficilement appréciable. Mesdames, messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. Ladies and gentlemen, we inform you that we shall close within a few minutes. Thank you for starting to go to the exits. Eric, on a quelques minutes avant qu'il recommence. Non, peut-être juste un mot sur la question des objectifs qui est très importante. Il ne faut pas opposer le travail social à la question de l'excellence artistique et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans Demos. En tout cas, pour rejoindre ce que disait Zaya tout à l'heure, on se donne le temps, en fait, dans Demos, et puis on fait aussi le pari que ces enfants n'auraient pas fait de musique si ils n'étaient pas passés par Demos. Donc, effectivement, un apprentissage en collectif, plutôt qu'un apprentissage en face à face, ça prend un peu plus de temps, mais on développe autre chose. On développe des capacités d'écoute, enfin tout ce qui a pu être dit tout à l'heure. Et c'est des choses peut-être qui arrivent un peu plus tard. Au conservatoire, maintenant ça change un peu. À mon époque, on faisait 2 années de solfège et puis après... On envisageait de commencer un instrument, et puis après, quand on grandissait, qu'on arrivait dans les grands, on avait accès à l'orchestre. Bon, là, on fait les choses complètement à l'envers. On démarre directement par le ressenti, la pratique, et puis après, on aborde les questions d'abstraction, d'écriture. Et donc, il faut simplement se donner le temps, mais c'est pas du temps perdu. Et effectivement, après, il y a la question des instruments, peut-être des instruments qui sont plus évidents, je pense au vent, que les cordes, donc sur les questions de morphologie, d'âge, tout ça. Mais voilà, je pense qu'on aura, on est en train de créer un partenariat avec l'OFJ aussi, et l'objectif, c'est d'avoir des jeunes plus tard qu'on retrouve dans ces orchestres-là, ces orchestres d'excellence. Donc voilà, se donner du temps, mais c'est pas du temps perdu. Les 3 années d'Emos, c'est du temps de gagner pour la suite. Un très grand merci à tous nos panélistes. Vraiment, ils me donnent un bouffée d'air frais, lucide, en toute lucidité. Merci, merci beaucoup. Et on va se diriger vers la sortie parce qu'il va à nouveau parler.